à mon fils Louis qui mènera le prochain chapitre de notre héritage, et à ma fille Camille qui ne recevra rien, parce que c'est exactement ce qu'elle mérite. On dit que les funérailles révèlent la vérité des familles, mais la mienne n'a pas attendu l'éloge funèbre. Ma vérité est arrivée avant même que l'avocat n'ouvre le dossier. J'étais assise à l'extrémité du grand salon du domaine des Delacroix, trop loin de la cheminée pour sentir sa chaleur mais assez près pour entendre chaque souffle dans le silence. Les verres, en cristal, tintaient. Les cousins chuchotaient, quelqu'un s'éclaircissait la gorge. La tension crépitait plus fort que le feu derrière moi. Puis mon père s'est levé. Antoine Delacroix. Cheveux argentés, impeccablement coiffés, costume bleu marine taillé comme une armure. La salle s'est tue pleine d'attente. Tous pensaient qu'il ferait un bref discours avant que l'avocat ne commence. Un moment de respect peut-être, de gratitude, de clôture. Au lieu de cela, il a levé son verre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un toast glacial. « À mon fils Louis », a-t-il dit la voix ferme et polie, qui mènera le prochain chapitre de notre héritage. Et à ma fille Camille, il s'est légèrement tourné vers moi sans croiser mon regard. Qui ne recevra rien, parce que c'est exactement ce qu'elle mérite. Les mots ont frappé comme un coup en plein visage. Tranchant, définitif, public. Des exclamations ont retenti. Ma tante Elisabeth a laissé tomber sa flûte de champagne. Quelqu'un a murmuré « Mon Dieu ». Même la gouvernante s'est figée. Mais moi, je n'ai pas scellé. Je suis restée droite, une main posée sur l'autre. Mon cœur battait fort, mais mon visage calme, composé. Le sourire sur mes lèvres n'était pas pour le spectacle, c'était une armure, parce que je savais déjà. Je l'avais su bien avant qu'il ne le rende officiel. Ce n'était pas juste un homme qui écartait sa fille d'un testament. C'était une performance, un dernier coup de pouvoir. Une exécution publique servie avec des tons de velours et un scotch vieilli au domaine. Antoine Delacroix n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. L'humiliation était son art. Et aujourd'hui, j'étais sa toile. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'il ne pouvait jamais imaginer, c'est que ce moment, son moment, était le dernier qu'il posséderait. Il pensait que j'étais venue le voir gagner. Mais j'étais là pour le voir tomber. Grandir en tant que Camille Delacroix m'a appris une leçon très tôt. La grandeur devait être gagnée, sauf si vous étiez né homme. J'ai fait tout ce qu'il disait pour me rendre digne. Des notes parfaites. Présidente du conseil étudiant. Un double diplôme de l'ESSEC, gestion et ingénierie environnementale. À 23 ans, j'ai pris les rênes quand l'une des plus anciennes divisions logistiques de notre entreprise a commencé à perdre de l'argent. J'ai proposé une restructuration réduit les coûts de 30% et rendu la division rentable en 6 mois. Le conseil m'a applaudi. Mon père m'a offert un dîner de remerciement. Pendant ce temps, Louis, mon frère le fils préféré de mon père, a échoué 2 fois à HEC. On lui a donné un bureau d'angle et une nouvelle Mercedes pour l'aider à se remettre dans le jeu. On m'a dit que j'étais trop intense, que je prenais les choses trop à cœur, que la passion c'était bien, mais que je devrais adoucir mon ton si je voulais être prise au sérieux. Antoine Delacroix ne voyait pas de leadership chez sa fille. Il voyait une faiblesse, une fragilité. Une femme trop ambitieuse pour rester silencieuse et trop intelligente pour rester petite. Aux dîners familiaux, il m'interrompait en pleine phrase pour demander à Louis comment se passait son golf. Dans les salles de réunion, il complimentait ma robe avant de rejeter ma proposition. Et quand je lui ai présenté le concept de start-up sur lequel j'avais travaillé 1 an, une initiative de chaîne d'approvisionnement verte, il n'a même pas lu le dossier. Il a jeté un œil à la page de couverture et a dit « Tu es une charmante fille, Camille. Pourquoi ne pas te concentrer sur des choses qui te rendraient plus épouse idéale ?» Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon ambition, pas ma loyauté, juste le besoin de son approbation. Parce que j'ai compris alors, je ne pourrais jamais hériter d'un héritage qui ne m'était jamais destiné. Pas en tant que fille. Pas dans son empire. Alors j'ai cessé d'essayer d'appartenir. Et j'ai commencé à préparer la construction de quelque chose à moi. Alors qu'Antoine Delacroix me voyait comme une menace entallant mon grand-père, Édouard Delacroix me voyait. Pas comme une fille. Pas comme une faiblesse. Pas comme quelqu'un à contrôler. Mais comme quelqu'un de capable. Il avait l'habitude de s'asseoir avec moi dans sa bibliothèque, des livres entassés autour de nous comme des forteresses, et d'écouter. Vraiment écouter. Mes idées, mes peurs,
ma vision de l'avenir de l'entreprise. Il m'a dit un jour « Le vrai problème avec ton père, ce n'est pas qu'il doute de toi. C'est qu'il sait exactement à quel point tu es puissante. Et ça le terrifie. » À l'époque, je pensais qu'il était juste gentil, peut-être indulgent. Mais maintenant, je crois qu'il me mettait en garde. Quand sa santé a commencé à décliner, c'est moi qui venais chaque matin. Pas Louis, pas mon père, moi. J'apportais ses médicaments. Je lui lisais Les Échos 2 fois s'il oubliait qu'on l'avait déjà fait. Je riais à ses blagues affreuses. Je peignais ses cheveux quand les infirmiers oubliaient. Je répondais au téléphone quand ses avocats appelaient. Je restais tard quand il oubliait mon nom, et je lui tenais toujours la main. Et un matin, dans un rare moment de clarté, il a dit « Je suis peut-être en train de mourir, mais je ne suis pas aveugle. Je vois ce que tu as fait. Je vois qui tu es. » Ce jour-là, il m'a demandé de rencontrer son conseiller privé. Pas les avocats de la famille. Pas ceux qu'Antoine avait sous contrat. Quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qui pourrait rétablir la vérité. Ce que j'ignorais, alors, c'est jusqu'où il était prêt à aller pour s'assurer que je ne serais pas effacée. Ils ont enterré mon grand-père dans un cercueil d'acajou orné de dorures, digne d'un homme qui avait bâti un empire de toutes pièces. Et ensuite, devant tout le monde, mon père a enterré la vérité. La chapelle était pleine à craquer. Partenaires d'affaires, amis de la famille, membres du conseil politicien en costume sur mesure qui devait à mon grand-père plus qu'une poignée de main. Tous étaient venus rendre hommage à Édouard Delacroix. Tous, sauf moi. Je n'ai pas été invitée à parler. Je n'étais même pas mentionnée dans le programme. J'étais assise 5 rangs derrière en noire silencieuse, observant Antoine monter à la tribune comme un roi s'adressant à sa cour. Il s'est éclairci la gorge, a laissé le silence s'installer, puis a commencé. Mon père était un homme de vision, de discipline et de loyauté. Il croyait en l'ordre, en la structure, et par-dessus tout, en la famille. Mon fils Louis portera cette vision plus loin. Pas une fois, il n'a mentionné mon nom. Pas une fois, il ne l'a prononcé. Je n'étais pas une petite fille, pas une soignante, pas même une ombre, juste un fantôme à la lisière du royaume. C'est là que j'ai su. Ce n'était pas juste une question d'argent, ou d'héritage, ou de fierté. Antoine ne cherchait pas à me déshériter. Il cherchait à m'effacer, de la mémoire, de l'histoire, de notre lignée. Mais je n'ai pas interrompu, je n'ai pas crié, parce que je savais déjà ce qu'il ignorait. Je savais qu'il y avait un autre testament, une enveloppe scellée, signée, notariée, en attente. Alors je suis restée silencieuse, et je l'ai laissé creuser sa propre tombe à chaque mot. 2 semaines après les funérailles, le salon du domaine des Delacroix était de nouveau plein. Mais cette fois, le deuil était fini. La performance commençait. L'avocat maître François Moreau était assis en bout de table, 2 dossiers devant lui, un fin, l'autre épais scellé de cire. Personne ne prêtait attention au second, sauf moi. J'étais de nouveau assise à l'écart, près d'un radiateur qui laissait passer un courant d'air comme une pensée après coup. Louis et mon père occupaient que le centre de la scène coudés sur le bois poli, sirotant un bourbon vieilli comme s'il possédait déjà l'héritage. Antoine a ajusté ses boutons de manchette et s'est levé un sourire maîtrisé au coin des lèvres. « Avant de commencer, a-t-il dit, avec aisance levant son verre une fois de plus, je voudrais porter un dernier toast. À mon fils Louis, qui mènera Delacroix Global dans sa prochaine ère avec honneur. Il a marqué une pause pour les faits. Les gens ont hoché la tête, souri, puis sa voix a baissé, basse théâtrale. Et à ma fille Camille, qui a choisi l'émotion plutôt que la loyauté. J'espère que tu trouveras la paix ou que tu atterrisses. Des rires nerveux ont fusé au bord de la salle, tendu mal à l'aise. Tante Élisabeth a détourné le regard. Maître Moreau a cligné des yeux lentement puis a ouvert le premier dossier. Routine, répartition des actifs, résidence secondaire, œuvres d'art, bijoux. Je n'ai pas bougé, j'ai juste attendu. Parce que je savais ce qui allait venir. Il s'est éclairci la gorge une fois de plus et a glissé la main vers la seconde enveloppe, épaisse, scellée, estampée d'or. Selon la directive privée du défunt Édouard Delacroix, a-t-il dit avec précaution, les parts majoritaires de Delacroix Global, le domaine et l'autorité de vote complète doivent être transférées immédiatement à Camille Delacroix. Le silence a explosé. Louis s'est étouffé avec son verre. Un verre s'est brisé dans la main de quelqu'un. Les yeux de mon père ne sciaient pas, ils fixaient. J'ai souri. Parce que maintenant,
La salle m'appartenait. Au moment où mon nom a été prononcé, tout a basculé. Pas seulement dans la salle, mais dans l'équilibre du pouvoir. Mais la vérité. Ce moment n'était pas de la chance. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un plan. Mon père pensait avoir élevé une fille qu'il pouvait contrôler. Ce qu'il a réellement élevé, c'était une stratège. Et ça n'a pas commencé à la lecture du testament. Ça a commencé le jour où il a écarté ma proposition d'entreprise. 6 mois de recherche d'innovation de cœur. Comme si c'était une serviette oubliée au déjeuner. « Tu es une charmante fille, Camille », a-t-il dit. « Concentre-toi sur des choses qui te rendraient plus épouse idéale. » Je suis sortie de son bureau en silence. Je suis rentrée chez moi, j'ai verrouillé la porte et j'ai construit une salle de guerre. J'ai fondé Magnolia d'Acier SARL, une société privée sous un pseudonyme. J'ai rejoint des groupes de réflexion qu'ils ne suivaient pas. J'ai conseillé des entreprises fintech. J'ai investi dans des startups climatiques avec des revenus réels et du mordant. J'ai appris à garder un ton doux, un sourire discret, mon ambition pliée derrière des chemisiers en soie et un rouge à lèvres neutre. À chaque dîner du dimanche, à chaque réunion où on me demandait d'aller chercher le café pendant que Louis présentait des idées à moitié cuites, j'écoutais, j'observais, je calculais. Et quand la santé de grand-père a commencé à décliner, je ne me suis pas rapprochée pour l'héritage. Je me suis rapprochée parce qu'il comptait, parce que la dignité compte, parce que je voulais protéger ce qui restait de l'homme qui m'avait dit un jour « Le contrôle ne te rend pas puissante, Camille. » La clarté si. Alors quand j'ai vu les raccourcis qu'Antoine prenait, la manière dont il précipitait les documents médicaux, manipulait le personnel poussé pour une procuration, j'ai agi. J'ai demandé à grand-père s'il faisait confiance aux avocates de la famille. Il ne leur faisait pas confiance. J'ai demandé s'il voulait un second avis. Il a hoché la tête. J'ai contacté Maître Moreau. Nous avons rédigé une directive avec des termes limpides, des témoins tiers, plusieurs évaluations mentales. Inattaquable. Intouchable. Alors quand l'enveloppe s'est ouverte, ce n'était pas une surprise. C'était une gâchette. Un plan exécuté avec précision. Parce que je n'ai pas seulement survécu à l'empire dont il a essayé de m'exclure, je l'ai étudié. Et ensuite, j'en ai construit un à moi. Au début, mon père n'a rien dit. Il est resté assis abasourdi, le verre figé en l'air, les lèvres entr'ouvertes par l'incrédulité. Louis clignait des yeux comme si la salle s'était renversée. Et puis, le lion a rugi. Antoine a frappé la table de la main. La salle a sursauté. « C'est une farce », a-t-il grogné. « Tu as manipulé un vieil homme. Tu as profité de son déclin. » Il s'est tourné vers Maître Moreau, la voix montant comme un tonnerre derrière un contrôle poli. Cette directive est invalide. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Moreau n'a pas scellé. Il a calmement poussé un dossier sur la table. « Monsieur Delacroix a subi 3 évaluations indépendantes à cette période, » a-t-il dit. Toutes ont confirmé une pleine capacité cognitive. Ces changements n'étaient pas seulement légaux, ils étaient intentionnels. L'air s'est raréfié. La colère de mon père a commencé à se fissurer, pas par force mais par panique. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas aboyant des protestations à moitié formées à personne en particulier. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait, Camille. Tu n'es pas prête pour ça. Tu vas détruire tout ce que ton grand-père a construit. Ce n'est pas un fantasme de girl boss, c'est du vrai business. » Je l'ai laissé rager. Je l'ai laissé se consumer. Et puis je me suis levée lentement, calmement, et j'ai dit « Je suis prête depuis des années, papa. J'ai juste arrêté d'attendre ta permission. » La salle s'est figée à nouveau. Pour la première fois de sa vie, Antoine Delacroix a réalisé à quoi il avait vraiment affaire. Pas une fille. Pas une déception, mais une rivale. Et je pouvais le voir dans ses yeux. Il savait qu'il avait déjà perdu. Le lendemain matin, avant que la ville ne s'éveille, je me tenais devant les imposantes portes vitrées de Delacroix Global. Pas de fanfare, pas de caméra, pas de communiqué de presse. Juste moi, un manteau noir, une mallette pleine de plans dont personne n'était prêt. Mes talons résonnaient dans le hall de marbre alors que j'avançais. Cet endroit que je connaissais depuis l'enfance. À l'époque, je venais avec mon grand-père tenant sa main dans des ascenseurs trop grands pour mes petites jambes. Aujourd'hui, c'était moi qui tenais les clés. Premier arrêt, le bureau de mon grand-père. La suite d'angles avec vue sur les toits de Paris. Je suis entrée. J'ai expiré. Et j'ai changé les serrures. Pas symbolique. Tactique. Parce que je savais qu'Antoine n'allait pas partir tranquillement. Il appellerait des faveurs. Tirerait des ficelles.
murmurerait du poison dans les coins des salles de réunion. Mais je ne lui donnais pas une seule porte à franchir. Puis je me suis mise au travail. Un par un, j'ai organisé des réunions privées avec chaque chef de département. Pas pour dicter, mais pour écouter. J'ai posé des questions sur le moral, l'épuisement, la vision à long terme, la culture derrière les chiffres. Les choses que mon père n'avait jamais pris la peine de demander. Et j'ai laissé une trace écrite. Chaque réunion, chaque amélioration, chaque signature. Qu'ils disent que je manque d'expérience, pensais-je. Qu'ils essaient de me discréditer. J'aurais des preuves. Parce que ce n'était pas une question de détenir le pouvoir. C'était une question de le transformer. Il dirigeait cette entreprise par la peur, le silence et la loyauté achetée avec des avantages. Mais je n'étais pas là pour préserver son empire intact. J'étais là pour le reconstruire en quelque chose de meilleur, plus propre, plus intelligent, plus fort. Et la seule façon de le faire, entrer dans la fosse aux lions et rappeler à la meute qui dirige vraiment. Il est entré comme s'il possédait encore l'endroit. Antoine Delacroix, blazer bleu marine, bouton doré poli, sourire répété. Louis le suivait suffisant comme toujours serrant un dossier comme s'il contenait l'avenir. Peut-être était-ce le cas, mais pas celui qu'ils attendaient. La salle de réunion était pleine, chaque siège occupé, dirigeants, associés principaux, actionnaires historiques. Ils ont tous levé les yeux quand il est entré, et Antoine leur a donné ce qu'ils étaient venus chercher. « Messieurs », a-t-il dit, sans même me jeter un regard. « Parlons contrôle des dégâts. » J'ai attendu. Je l'ai laissé avoir son moment. L'illusion était encore intacte, pour l'instant. Il a tapé dans le dos de Louis et a pris son ancien siège, en bout de table, comme si rien n'avait changé, comme si le sol sous lui ne s'effritait pas déjà. « Nous avons examiné les retombées », a-t-il dit vivement. Peu d'attention médiatique. Si nous agissons vite, nous pouvons défaire la confusion. Le mandat de Camille peut être repositionné comme transitoire. Je me suis éclairci la gorge. Ce n'est pas une réunion de contrôle des dégâts, ai-je dit calmement. C'est une session de restructuration. Cela a attiré leur attention. J'ai distribué des enveloppes scellées, une pour chaque membre du conseil, à l'intérieur des preuves. Détournement de fonds sous la direction d'Antoine. Compte offshore. Investissement illicite dans des sociétés écrans enregistrées à des adresses fictives. Puis venait le dossier de Louis. Utilisation abusive des fonds de l'entreprise pour des voyages personnels, vol en première classe, une fête sur un yacht à Saint-Tropez financé par la société. Le silence était étouffant. Antoine a ouvert le dossier. Sa mâchoire s'est crispée. Louis a blêmi. « C'est absurde », a marmonné mon père. « Rien de tout cela ne tient la route. Tout est vérifié, ai-je dit. Audité par une firme de conformité tierce. Aujourd'hui, le conseil votera. » Louis s'est levé trop vite. « Tu as piraté mes emails. C'est illégal. »« Ça s'appelle de la supervision, » ai-je répondu. « Bienvenue. » Le vote n'a pas été serré. Il n'a même pas été compétitif. Unanime. Louis privé d'accès. Antoine interdit de toute implication dans l'entreprise avec effet immédiat. Leurs badges ont été désactivés avant la fin de la réunion. Je les ai escortés moi-même jusqu'à l'ascenseur. Et alors que les portes commençaient à se fermer, Antoine s'est tourné la voix basse et amère. « Tu penses que c'est fini ?» Je me suis légèrement penchée. « Non, je pense que ça ne fait que commencer. » Il attendait devant le bâtiment comme s'il y avait encore sa place. Pas de chauffeur, pas d'entourage, pas de bouton de manchette signature ni d'allure conquérante. Juste Antoine Delacroix, épaules voûtées dans un pardessus froissé, fixant une entreprise qui ne répondait plus à ses ordres. J'ai failli ne pas m'arrêter. Mais juste avant que les portes vitrées ne se referment derrière moi, je me suis tournée. Il semblait plus petit, comme si l'air l'avait quitté, comme si le bâtiment qu'il dirigeait autrefois l'avait réduit à une taille humaine. « Bonjour papa », ai-je dit. « Tu sais ce qu'on dit, l'orgueil précède la chute. » Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Parce que ce n'était plus une question de vengeance. Cette partie était déjà terminée. C'était une question de gravité. Pendant des décennies, il avait bâti son héritage sur la peur, sur le silence, le contrôle des mensonges polis dans des costumes impeccables. Il s'était assuré que sa voix était la seule à résonner dans les salles de réunion, les dîners familiaux dans ma propre tête. Mais maintenant, sa voix n'avait plus de poids. Son nom n'ouvrait plus de porte. Son empire tenait toujours debout, mais il ne représentait plus rien pour lui. Et je n'avais pas à jubiler.
Je n'avais pas à dire « je te l'avais dit », parce que son regard disait tout. Il voyait enfin ce que j'étais devenue. Pas une déception, pas une faiblesse au cœur tendre, mais la femme qui avait pris tout ce qu'il lui avait refusé et construit quelque chose de plus fort, quelque chose qui n'avait pas besoin de son approbation pour compter. En me tournant et en passant les portes devant la réceptionniste qui me saluait maintenant comme mademoiselle de la Croix, j'ai réalisé, il n'avait jamais vu la chute venir. Parce qu'il n'avait jamais levé les yeux de son propre trône assez longtemps pour remarquer que quelqu'un grimpait plus haut en silence. Je n'ai pas célébré. Pas de champagne, pas de photos de presse, pas de discours de victoire au dernier étage. Parce que ce n'était pas une conquête, c'était une correction. Dans les jours qui ont suivi, j'ai travaillé. Plus dur que jamais. J'ai réécrit les structures des départements. J'ai lancé une politique de tolérance zéro pour la fraude, le népotisme et l'intimidation. Je me suis assise avec des gens qui n'avaient jamais été consultés et j'ai écouté, vraiment écouté. J'ai remplacé les réseaux de chuchotement par des initiatives de transparence. Créé des programmes de mentorat pour les femmes qui avaient été écartées. Prolongé le congé de maternité. Fait venir du sang neuf. Des talents divers motivés invisibles jusqu'alors. Parce que cet empire n'était pas seulement à moi pour le tenir, il était à moi pour le guérir. Les médias ont appelé ça un coup de force. La fille destitue son père PDG dans un coup d'état d'entreprise. Mais il ne comprenait pas. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question d'élimination, de la pourriture, de la peur, du mythe selon lequel le leadership devait ressembler à Antoine Delacroix. Une nuit, je suis rentrée tard, encore en talons, encore agrippée à mon téléphone, et j'ai jeté un œil dans la chambre de mon fils. Il était déjà couché, la couverture à moitié repoussée comme toujours. Il a levé les yeux à moitié endormi. « Maman », a-t-il marmonné, « pourquoi grand-papa était si fâché aujourd'hui ?» J'ai marqué une pause. Souris. Parce que, ai-je dit doucement, en écartant les cheveux de son front, il a oublié que les filles aussi peuvent être en charge. Il a hoché la tête, déjà en train de sombrer. Une nouvelle vérité s'installant dans son petit monde sûr. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose. Antoine pensait que l'héritage, c'était l'entreprise, les votes du conseil, les bâtiments, le titre sur la plaque en laiton. Mais il avait tort. Le vrai héritage, c'était moi. La fille qu'il avait essayé d'effacer. La stratège qu'il avait sous-estimée. La femme qui avait reconstruit l'empire à son propre nom. Et cette fois, il ne serait pas construit sur l'obéissance ou la peur, il serait construit sur un dessein. Pour mon fils. Pour la femme que je suis devenue. Pour chaque fille à qui on a dit de rester à sa place. Les premières semaines après la prise de contrôle ont été un tourbillon. Réunion signature, gros titre regard en coin de personnes qui autrefois me traversaient comme si j'étais faite de verre. Maintenant, ils m'appelaient Mademoiselle de la Croix. Maintenant, ils retenaient leur souffle quand j'entrais dans une pièce. Mais certaines nuits, le silence revenait. La douleur. Cette petite voix en moi qui murmurait « M'aurait-il fait ça si j'avais été un fils ?» Y avait-il une version de cette histoire où il se tenait à mes côtés au lieu de me barrer la route? Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas. Parce que la guérison n'arrive pas comme un contrat ou un vote. Elle trébuche, tardive, maladroite sans s'annoncer. Comme le colis arrivé sur mon bureau un après-midi pluvieux. Pas d'adresse de retour, pas de timbre, juste mon nom écrit d'une écriture tremblante familière. À l'intérieur, une photographie. Vieille, usée, les coins légèrement pliés. C'était moi, peut-être 5 ans, sur les épaules de mon père lors d'un pique-nique d'entreprise. Ma tête renversée en arrière dans un éclat de rire. Ses mains me tenant comme si j'étais quelque chose de précieux. Au dos à l'encre fanée 4 mots simples, tu l'as toujours eu. C'était tout. Pas d'excuses, pas de signature, pas d'explication. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'en avais pas besoin. J'ai glissé la photo dans le tiroir supérieur de mon bureau à côté du sceau de l'entreprise. Pas comme un souvenir de lui, mais de moi. La fille qui croyait autrefois que l'amour de son père définissait sa valeur, et la femme qui n'avait plus besoin de cet amour pour se sentir puissante. Parce qu'en fin de compte, le vrai héritage n'était pas la salle de réunion, ce n'était pas l'empire. C'était le feu qu'il avait essayé d'éteindre, et moi, j'ai appris à le porter. Ils ont construit un empire en m'effaçant, je l'ai reprise en silence, et j'ai allumé une flamme qu'ils ne pourront jamais éteindre.
des Princesses von